problème. Salut, Valeur. Bonjour à tous, bonne année à tous, selon la coutume, on peut encore. Moi je me présente, je suis Yvan Moreau, je suis secrétaire de la UEFA. On voulait juste se présenter par rapport à la dernière fois, puisque c'était pas forcément aussi explicite la dernière fois. C'est la UEFA, Association des entraîneurs d'Île-de-France d'athlétisme, qui, avec le concours de Frédéric, vous propose ces trois webinaires. Euh, on est une association d'entraîneurs comme vous, tout simplement. On a des adhérents, on souhaite en avoir, on souhaite avoir des gens qui participent, qui nous font des suggestions, des demandes. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on s'inscrit, qu'on essaie de proposer des supports, des échanges comme le webinaire de ce soir, qui est un webinaire qui se veut participatif et non vertical. Et ça, Frédéric va vous le repréciser. Et je vais lui laisser la parole pour toute la suite. À toi, Fred. Eh ben, merci bien, Yvan. Bah, écoutez, bienvenue à tous. Et puis, bah, je vous présente mes meilleurs vœux. La santé, des belles compétences, des belles performances aux athlètes, et puis des beaux moments de partage. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Donc, pour cette deuxième visio autour de la longueur, on va parler de la vitesse. Et la vitesse, eh bien, vraiment un des fondements de la perf en longueur. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de s'en sortir en longueur quand on n'a pas de vitesse. Le tout, c'est d'essayer ce soir-là de distinguer un petit peu ce qu'on entend par la vitesse, que vous allez voir, ça comporte plein de choses. Euh, Dans le fonctionnement, bah, comme d'habitude, hein, moi je vais vous présenter certaines choses. C'est pas forcément que des vérités, c'est des points de vue que je vous présente. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, aucun problème. On en parle, on en discute, on est là pour ça. Si vous avez aussi des choses que vous avez envie de partager, eh ben on se les partage. Voilà, on est là pour une petite heure. Moi, je vous promets de respecter ce cadre-là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, soit en levant la main via les petits icônes, soit en posant directement votre question sur le chat, et puis je prendrai le temps d'y répondre. OK? Eh ben écoutez, on est dans ce cas-là, on est parti. Tac, et je vais vous partager tout de suite mon écran. Ah, Yvan, faut que tu me partages, faut que tu me donnes l'accès pour que je puisse partager mon écran. Super, merci beaucoup. Euh, Hop, partager, et on est parti. Donc c'est bon, vous voyez bien? Bon, parfait. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, donc ça va être de comprendre vraiment la relation entre la vitesse d'approche et performance. Euh, Voir comment est-ce qu'on peut construire un travail de vitesse spécifique pour le sauteur en longueur et gérer la cohérence entre sprint et saut, les notions de rythme, relâchement, fréquence. Voilà. L'idée, c'est pas de se dire que bah voilà, je fais du sprint d'un côté et puis je fais le saut d'un côté, mais c'est vraiment d'avoir une vision un peu globale de ce que représente la vitesse, en quoi est-ce que effectivement le travail du sprint va m'aider, en quoi est-ce qu'on va parler de vitesse spécifique et comment est-ce qu'on fait pour harmoniser le tout et ne pas le dissocier. Donc, je vous remets un petit peu mon schéma un peu complexe là en tête. Euh, c'est celui que je vous avais déjà montré la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va vraiment plus partir là sur ce volet qui est complètement en haut à gauche, ok, sur la case rouge du coup, et de se dire effectivement, c'est quoi courir et qu'est-ce qu'une course d'élan? Comment est-ce qu'on la crée, comment est-ce qu'on met des appuis solides. On va parler de notion d'accélération. On va reparler aussi un petit peu d'impulsion et ces trois derniers appuis qui font vraiment partie eux aussi de la course d'élan. Hein, donc ça, c'est des éléments importants à avoir en tête. Et puis, on va parler aussi un petit peu de dimension physique, notamment
à travers l'axe de la vitesse, mais également de la coordination. Parce que sans coordination, il n'y a pas de vitesse. Et ça, on verra pourquoi. Au niveau des dimensions bio-informationnelles, bah, il y a forcément la mobilisation du système nerveux, et on verra pourquoi est-ce que c'est important. Euh, Bioénergétique, eh ben, si on reste vraiment dans le spécifique pur, on est vraiment sur ce qu'on va appeler les filières anaérobie à lactique, donc des efforts très très courts. Une course d'élan, un saut en longueur, ça dure à peu près euh, 3-4 secondes maximum en tout, de la première foulée jusqu'à mon ramener. Ok, donc c'est pour ça qu'on va surtout privilégier cette filière-là. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont technico-tactiques aussi, et puis psychologiques. Quelque chose aussi de très important, c'est la notion d'accélération de précision. On décale du coup pour. Ok, c'est là où intervient justement la notion de coordination. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, que le but de la course, ça va être de créer effectivement de la vitesse, mais de la vitesse qu'on va pouvoir maîtriser. On va parler surtout là aujourd'hui de trois types de vitesse. Donc la première, ça va être la vitesse maximale. Ensuite, on va parler de vitesse optimale et enfin de course d'élan. Ok. Ce qu'on entend par la vitesse maximale. La vitesse maximale, c'est globalement la vitesse la plus grande que l'on puisse produire de déplacement, que l'on produit volontairement sur une très courte durée. Et on parle même de sans dégradation immédiate du lit. Et là, je vous renvoie à la notion de coordination. Bon, sur le plan de biomécanique, elle est déterminée par donc, la fréquence gestuelle maximale. Donc, c'est cette capacité effectivement à effectuer le plus de mouvements possible dans un laps de temps très très court. Une amplitude efficace du mouvement. Donc, pour ça, on va parler de la longueur de foulée et de la compatibilité avec la conversion de la vitesse. Euh, un temps de contact minimal au sol, un rapport de force-temps, donc impulsion, capacité à appliquer une force horizontale et verticale optimale pendant l'appui. Et enfin, on parlera de coordination intersegmentaire. Donc ça, c'est la synchronisation fine des segments, bassin, tronc, membre inférieur et supérieur, permettant une transmission efficace des forces. C'est en ça que la coordination est vraiment très très importante pour avoir et pour produire de la haute vitesse, à la fois par rapport à la fréquence et également par rapport à cette amplitude de mouvement. D'accord? Là, il faut qu'il y ait une très bonne coordination, dissociation segmentaire, mais également une très bonne gestion des temps de déséquilibre et d'équilibre qui sont générés justement par ces petits temps de suspension qu'on va générer. La vitesse optimale. Donc celle-là, c'est peut-être celle qui nous intéresse par rapport à la vitesse maximale. La vitesse optimale, c'est celle qui va nous permettre en son longueur d'avoir la vitesse d'élan la plus élevée, mais surtout la plus adaptée pour conserver et créer un appel et une impulsion sans dégradation et en perdant le moins de vitesse possible. Ok? Donc c'est vraiment, on joue vraiment là sur la limite de la vitesse maximale. J'ai ma vitesse maximale, ma vitesse optimale, elle est légèrement en dessous. OK? Vitesse maximale, je suis à 100%. Ma vitesse optimale, je vais peut-être être à 95-96% de ma vitesse maximale. OK? Et c'est celle qui va me permettre justement de générer et d'appliquer le plus de force possible pour pouvoir impulser. Et j'insiste vraiment là-dessus, cette notion-là, elle est vraiment capitale. Oui, il faut travailler sa vitesse maximale. Oui, il faut arriver vite, à condition de pouvoir impulser. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Le point clé du saut en longueur, c'est l'impulsion et de perdre le moins de vitesse possible là-dessus. Ceci se fait à travers une vitesse optimale. Donc sur le plan biomécanique, elle correspond à la vitesse pour laquelle la vitesse horizontale est maximisée à l'appel. La perte de vitesse lors de l'impulsion reste minimale. L'athlète est capable de produire une impulsion verticale suffisante sans rupture posturale. Le temps de contact à l'appel reste compatible avec la production de force. La coordination approche, appel, envol est stable et reproductible. Ok. Donc ça veut dire que
Là, si moi je réfléchis un petit peu comme ça en me disant, OK, j'ai ma vitesse maximale, c'est mon 100% de capacité de ce que je suis capable de faire. Sauf que si je suis à 100%, eh ben, je vais avoir une dégradation sur le moment le plus important de mon saut, qui est l'impulsion. On y revient. Donc, il va falloir que j'ai justement euh, une stratégie et une réflexion autour justement de ma course d'élan pour justement chercher à optimiser ma vitesse sur ce point clé qui est l'impulsion. C'est pour ça qu'on avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez sur les schémas, que dans les 5 derniers mètres, donc qui correspondent justement à ces 3 derniers appuis, que, eh bien, il n'y a plus d'accélération pour la plupart des sauteurs. Il y en a qui ont une autre stratégie. Mais pour la plupart des sauteurs, il n'y a plus d'accélération. C'est au mieux, il y a un maintien de la vitesse. Sinon, dans la plupart du temps, on commence à perdre de la vitesse sur ces 5 derniers mètres. OK? Si on parle de la course d'élan est la phase de mise en vitesse contrôlée permettant d'amener l'athlète à sa vitesse optimale d'appel dans des conditions de stabilité posturale et de précision spatiale afin de garantir une impulsion efficace. Donc là, déjà, on commence à parler de stratégie. Et j'insiste là-dessus. La course d'élan, on doit avoir une stratégie qui est reproductible. D'accord? Un schéma de course qui se répète, qui est reproductible. À la fois avec la volonté de créer de la vitesse et également avec la volonté euh, de la précision. Parce que ça se joue au millimètre au saut en longueur et au triple saut d'ailleurs. Ça se joue vraiment au millimètre. OK? Donc là aussi, ça fait place aussi à la coordination, à des notions de coordination. Donc, la course d'élan, elle doit permettre d'atteindre une vitesse horizontale élevée sans compromettre la capacité à produire de la force verticale à l'appel, sans rupture de coordination dans les dernières foules. Elle ne vise ni la vitesse maximale pure, ni la facilité, mais la vitesse exploitable à l'appel. Et j'ai même envie de dire reproductible. Car plus on sera capable de reproduire une course d'élan juste et avec une stratégie adaptée, plus on sera capable justement d'optimiser et de maximiser euh, l'impulsion et ses 3 derniers appuis. OK? Donc, si je vous remets ce petit schéma-là, donc on a des évaluations de la vitesse donc sur tous les 5 mètres, donc sur les 20 derniers mètres, donc de 20 à 15 mètres, de 15 à 10 mètres, de 10 à 5 mètres, et de 5 mètres, donc des 5 derniers mètres, de 5 mètres jusqu'à la planche. OK? Donc là, on voit bien que ça accélère jusqu'à, voilà, sur 20, 15 mètres, jusqu'aux 10 derniers mètres, on accélère. OK? Et que bah, sur les 5 derniers mètres, par contre, effectivement, pour la plupart, il y a soit un maintien, soit une chute de la vitesse. OK? Par contre, soyons bien clairs, si on chronomètre euh, toutes ces portions-là, on s'apercevra tout de même que les 10 derniers mètres restent les 10 mètres en moyenne les plus rapides. Ok, ça aussi, c'est une notion à avoir et que vous pouvez aussi vous contrôler à l'entraînement. C'est que cette notion d'accélération par port tronçon de 10 mètres qui est facilement reproductible à l'entraînement, soit par des cellules, soit par des systèmes de vidéo avec parallaxe ou d'autres systèmes peut-être que vous avez mis en place, les 10 derniers mètres seront toujours les plus rapides. C'est jusque-là, on a quelque chose d'un peu plus précis avec des portions à toutes les 5 mètres. Et donc, sur ces 10 derniers mètres, eh ben, si on fait la séparation entre le, la vitesse de 10 à 5 mètres et de 5 mètres à la planche, eh ben, les cinq derniers mètres seront plus lents que les 5 mètres d'avant. OK? Ça, c'est juste pour que ça soit bien clair. Alors, si là, maintenant, on va parler un petit peu de stratégie. Voilà, sur la stratégie de la course d'élan, euh, il y a toutes ces questions à se poser. Est-ce que je pars avec un préélan ou non? Sans préélan, avec préélan. Et d'ailleurs, là, j'ai envie de vous poser une petite question. Je vais arrêter le partage, comme ça je vais pouvoir vous voir aussi un petit peu.
Euh, pour vous, le préélan, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que vous utilisez, s'il y en a qui l'utilisent, pourquoi est-ce qu'on utilise un préélan et et dans quel cas est-ce que vous en utilisez pas? Moi, j'utilise pas de préélan. Je préfère pousser sur mes 5-6 premières foulées, qui sont Mhm. peut-être beaucoup plus amples justement que ma course en continu. Par la suite, je vais placer justement, faire en sorte que le bassin soit placé assez haut et vers l'avant, et tenter justement d'accélérer, de rythmer, arriver à la planche. Mhm. Ok. Pour ma part, ça dépend. Ça dépend de l'athlète, ça dépend du profil de l'athlète, de sa capacité à atteindre une vitesse optimale rapidement ou pas. Moi, je fais en fonction de l'athlète. J'ai des athlètes qui, ça dépend de temps en temps, ils savent pas super bien pousser et construire la vitesse. Donc, je leur mets le préélan. Et il y en a d'autres, je leur mets pas du tout parce que ça dégrade trop arriver à la planche. Et puis il y en a d'autres qui sont super stables et je leur laisse prendre le préélan parce que je sais qu'ils savent créer beaucoup de vitesse en ayant ce préélan, ça dépend. Après, tout dépend de quel préélan on parle. Est-ce que c'est beaucoup de foulées? Tous les préélans sont différents. Il y en a, c'est juste du sursaut. Il y en a, c'est marcher, sursaut et courir. Il y en a, c'est courir en footing et puis après partir à fond. Tout dépend en fait, vraiment du profil de l'athlète. Ouais. Euh, alors, il y a Baptiste qui nous dit, cela va dépendre du profil de l'athlète. Si l'athlète manque de puissance, je lui mets un préélan. Ok. Oui, 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 pourquoi pas, en effet. Salut à tous, bonne année à tous. Moi, de mon côté, je n'impose pas. Je m'adapte vraiment par rapport à l'athlète. Et puis moi, s'il a besoin d'un préélan pour pouvoir s'élancer, pour pouvoir se placer, parce que pour moi, le préélan va lui permettre de vraiment se placer avant vraiment de créer de la vitesse. Soit, vas-y. Maintenant, si on a des athlètes qui partent de l'autre côté du terrain juste parce que ça fait stylé et que, il a besoin d'un préélan et que le mec il est en train de bouffer du jus, voilà, on le fera remarquer. Mais vraiment, c'est vraiment libre par rapport à l'athlète et ça lui permet déjà de se placer, de pousser correctement et après pouvoir créer sa vitesse. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Ok. Pour moi, de mon point de vue, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit là. Quand je mets un préélan à un athlète, ce que je cherche, c'est avant tout à faire en sorte qu'ils viennent poser tout de suite des appuis au sol dynamiques. Ok? Donc on va chercher ça tout de suite. Mettre tout de suite une tension au sol. Ok? Pour préparer justement le corps à se lancer. Effectivement, ça va dépendre des profils. J'ai des profils qui vont être très puissants, qui vont pouvoir partir tout de suite, qui sont tout de suite capables de bien se placer. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins explosifs tout de suite et donc qui ont peut-être ce petit besoin-là. Donc, la consigne que je donne, c'est OK, on va tester un préélan, mais ce que je veux, c'est tu poses des appuis solides, d'accord? Tu es régulier sur ta marque et surtout, tu as le bassin haut, OK? Et tu t'engages justement avec ce bassin haut. Euh, ensuite, pour quelqu'un qui n'en aurait pas besoin, ce que je vais surtout chercher à regarder, c'est voir le côté un peu explosif et justement toujours cette qualité d'appui et d'alignement. OK? Si j'ai ça, j'ai pas forcément besoin d'avoir un préalable. Sans parler forcément de vitesse ou de quoi que ce soit, mais juste d'avoir ce côté, je suis capable de produire de la force, ça me renvoie et je reste aligné. Si déjà j'ai ça et que l'athlète il est à l'aise avec ça, j'ai pas de problème. Ok. Par contre, oui, si je vois qu'il y a des difficultés, je peux mettre un préélan, mais c'est pas automatique non plus. Comme j'ai eu des profils d'athlètes qui partaient sans préélan et puis ensuite avec qui j'ai mis des préélans et puis après je les retirais suivant aussi comment ils se sentaient, et de saison en saison, c'est des choses aussi qui évoluent un petit peu. Ça, c'est vraiment une partie individuelle. Le tout, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le met et quelles intentions on cherche surtout à mettre derrière. Si c'est juste pour créer de la vitesse dès le départ, ça peut être une bonne intention, mais il faut savoir pourquoi et comment est-ce qu'on s'y prend. Ok. Le but du jeu, ça va être vraiment d'avoir justement cette accélération jusqu'à
jusqu'à l'impulsion, donc jusqu'au bout. Ok. Ok. Bam, d'autres choses par rapport à ça? Ok. Je dirais aussi, ça dépend du nombre de foulées, hein. Dépend Euh, de foulées, tous euh, les athlètes ne sautent pas, tous les athlètes ne sautent pas sur 18 ou 16. Enfin, ça dépend de l'âge. Ça dépend mhm, vraiment de l'âge et même de la discipline. Moi, je peux avoir, par exemple, pour la même personne, je peux avoir deux cas différents, selon si elle fait du triple ou si elle fait de la longueur. Par exemple, si je dis pas de bêtises, Julia, le préélan à la longueur, je viens à peine de lui mettre cette saison, alors que sur le triple saut, elle saute sur 10 foulées avec préélan. mhm. Donc elle est que sur 10 parce que bon, il n'y avait pas besoin d'augmenter à 14 ou à 16, sachant qu'elle fait presque 12 mètres sur 10 foulées. Donc tout dépend vraiment. Je le mettais pas à la longueur l'année dernière parce que c'était pas stable. Elle n'arrivait jamais sur la planche. Et cette année, là, je l'ai commencé à lui mettre sur la longueur et c'est un petit peu plus facile pour elle, par exemple. Ouais, ça dépend de, tu vois, Ça dépend vraiment de la discipline, du nombre de foulées. ouais, et puis de la forme et de la manière aussi dont les athlètes intègrent aussi la progression et puis Exact, l'évolution sur ce type d'exercice. exactement. Ok, allez, bam. Je vous rebalance le partage. Pam, 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 tac, et- hop. Donc, euh, donc, savoir si on met un prélan ou pas. Voilà, donc là, on vient d'en discuter un petit peu. Accélérer de manière progressive en mettant de la vitesse. Et quelle stratégie je mets en place? Ce que j'entends par stratégie, c'est savoir comment est-ce que je structure ma course d'élan. À quel moment est-ce que j'impulse? Ma poussée, c'est sur combien de foulées? À quel moment est-ce que je dois justement sentir justement cette planche pour être précis? Ça aussi, c'est une vraie notion dans la course d'élan et donc aussi dans la vitesse optimale, c'est cette capacité à s'adapter à la planche, à sentir la planche, à savoir est-ce que je vais mordre ou pas? Est-ce que je dois rester sur mon amplitude de foulée? Est-ce que je dois rester plus longtemps que d'habitude, une foulée de plus? Ou au contraire, est-ce que là, je sens que je suis un peu trop près et je vais devoir mettre du rythme un peu plus tôt? Et rythmer ne veut pas dire se marcher dessus. OK? Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on donne cette notion et cette intention de vouloir rythmer, là, on a des appuis qui n'avancent plus au sol, qui n'appuient plus au sol et donc qui ne renvoient plus. Et donc, oui, il y a de la fréquence, il y a beaucoup de fréquences, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vu on n'applique plus de force au sol, le bassin, il avance plus. Et donc, il n'y a plus de vitesse. Et c'est ce qui fait que, oui, ça bouge vite, mais il n'y a pas d'impulsion derrière. Ok. Donc ça aussi, c'est des notions à essayer de bien mettre en place, à bien faire comprendre aussi aux athlètes, pour que cette vision de la course d'élan, elle ne soit pas problématique, mais qu'elle soit connue, maîtrisée, et que ça soit stratégique. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la répétition. Et la répétition, c'est pas forcément que en compétition, c'est à l'entraînement. Donc, je vais avoir mes sessions de sprint où je vais développer la vitesse, mais je vais avoir aussi des sessions où je vais répéter mes intentions de course d'élan, voire même des sessions où je ne fais que des courses d'élan pour justement imprimer ce schéma, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter pour le maîtriser. Ok. Il y a aussi une notion donc, dont je vous parlais, c'est la notion d'adaptation et de précision. Donc, qui va inclure forcément donc, la prise d'avance d'appui, la prise d'appel, donc avec un bassin haut, et la notion d'impulsion sur les trois derniers appuis, et se sentir aspiré par la planche. OK. Euh, donc tout ça, je l'ai mis un petit peu à part, mais c'est quelque chose vraiment d'essentiel aussi à avoir, et que vous devez incorporer dans votre stratégie. Je m'adapte avec précision, afin d'optimiser mon impulsion et de me sentir aspiré. L'appel au son longueur, ça reste une réaction. On réagit à l'appel. Et
Et cette réaction à l'appel, elle se crée sur les 3 derniers appuis. On n'attend pas d'être à la planche. La, la consigne court jusqu'à ta planche peut être une bonne consigne, mais à condition qu'il y ait toujours cette intention sur les 3 derniers appuis. D'accord? Et par moment, la consigne court jusqu'à la planche, vous l'aurez compris, peut être une très mauvaise consigne. OK? Le tout, c'est de savoir à quel moment est-ce que je l'utilise, à qui je le dis, et être sûr que votre message, eh ben, il passe bien. OK. Les erreurs qu'on peut aussi observer, donc notamment par rapport à la course d'élan. On a un athlète rapide mais irrégulier. Donc il a une vitesse maximale élevée et sa vitesse optimale, il la maîtrise mal. Ça, c'est quelque chose qu'on va souvent observer, notamment chez les jeunes qui font beaucoup de sprints et peu de spécifiques en longueur. Je ne sais pas comment ça se passe un petit peu pour chacun d'entre vous, mais par exemple, si vous avez le coach de sprint qui vous envoie de temps en temps ses sprinteurs ou quelques sprinteurs pour faire des séances de saut, bah, au début, c'est quand même assez compliqué pour eux d'avoir cette notion justement de se dire que là, ma vitesse, je dois l'utiliser pour pouvoir impulser. Parce que ça demande d'autres qualités de coordination, d'autres qualités d'impulsion. Ça, c'est comment est-ce que je le mets en place petit à petit pour justement optimiser cette spécificité qui est l'impulsion et qui est une vitesse optimale. Athlète propre mais lent, donc vitesse optimale bien exploitée, mais plafond trop bas. Donc ça veut dire que ça réserve, on va dire que notre vitesse maximale, c'est vraiment notre réserve pour optimiser notre impulsion et notre vitesse optimale. Et ben là, il y a toute une réserve et tout un travail à faire sur, sur cette notion de vitesse maximale, sur ces notions d'accélération. Donc un élan instable, donc vitesse optimale connue, mais non reproductible. Donc peut-être mauvais calibrage de la course d'élan, irrégularité dans sa manière de pousser, et ça vous arrivera aussi très certainement avoir des athlètes qui ne sentent pas les choses, qui sont incapables de vous dire si sur combien de foulées ils ont poussé, si là ils vont être trop près, trop loin, trop proches, enfin voilà, et incapables d'être dans cette capacité justement de s'adapter. Donc ça, voilà, c'est les 3 cas qu'on rencontre régulièrement. On va parler maintenant un petit peu de programmation euh, sur comment est-ce qu'on construit justement la vitesse max, comment s'approprier la stratégie de course d'élan et optimiser la vitesse pour sauter. Je vais vous arrêter mon petit partage. Hop, je crois qu'on a une question. Alors, par rapport au plafond bas, ce que je disais là, on a une petite question, j'ai pas saisi la notion de plafond bas. Donc je m'explique, hein. Si on admet que la vitesse maximale, c'est le 100% de notre réserve de vitesse. OK? Donc je fais un sprint, je fais tel temps, je cours à telle vitesse, voilà, ça c'est mon 100%. On va considérer que la vitesse optimale, et donc dans ma course d'élan que je vais utiliser, ça va correspondre à peu près à 95% de cette vitesse. OK? Euh, Plus je vais avoir un socle de vitesse maximale élevé, plus mon socle de vitesse optimale, lui aussi, sera élevé. OK? Mon 100% quand je fais, je sais pas, 12 secondes au 100 mètres ou quand je fais 10-50, eh ben, forcément, j'ai pas le même réservoir. OK, parfait. C'est bien, ça veut dire que j'ai été très clair. C'est cool. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, oui, j'ai besoin de vitesse, mais j'ai aussi besoin que ma vitesse optimale, pardon, je me perds un petit peu sur ma séance. Oui, donc j'ai besoin de progresser en vitesse pour que ça soit bénéfique pour moi et être le plus relâché possible et être en mesure de pouvoir justement euh, impulser comme il faut. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais il y a une notion qui, pour moi, m'est importante, c'est que dans la course d'élan, on va rechercher à être certes efficace, coordonné, aller vite,
mais avec élégance. Pourquoi est-ce que ça, c'est important, l'élégance? Parce que ça fait appel à la coordination et à la technique. Alors, il y en a, c'est des bourrins, on n'y arrivera jamais. Oui, n'empêche que s'ils sont, s'ils arrivent avec du relâchement, eh ben, on optimise justement leur capacité à produire de la haute coordination sur de la haute vitesse. Ok, ça va, j'étais assez clair là-dessus. Ouais. Ok, bon, Ouais, parfait. Je vois des hochements de tête, donc c'est que ça va. Super. très clair. Hop, alors, ce que, ce que je vous propose, c'est je vais vous montrer deux, trois petits trucs, moi, que je fais à l'entraînement. Alors, c'est pas des vidéos, mais je vais plutôt vous montrer un peu mon plan d'entraînement. Est-ce que je vous montre celui de cette saison? Bah oui, je peux, hein. Je vais aller le fouiller, je vais aller le chercher. Hop, et puis on va voir un petit peu justement. euh, on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on construit justement bah, la vitesse max et puis comment est-ce que je la transfère vers vers tout ce qui va être course d'élan. Tac tac tac, bam, je vous refais un petit partage d'écran, tac, et puis c'est parti. Alors, juste pour y voir un peu plus clair, voilà. Là, l'idée c'est de se dire que bon, je découpe comme ça. J'ai une partie préparation, une partie compétition. OK. Avec là mes différents blocs, donc force, hop, vitesse. J'ai d'autres parties où j'ai cherché à travailler l'hypertrophie, l'accélération, force max, hop, non, plutôt être sur vitesse, pardon, hop. Vous voyez, j'ai bien fait, je corrige en même temps que vous, spécifique parce que là je commence à être dans mes compétitions, ok? Et là ce que je vous propose c'est d'aller voir dans différents de ces blocs ce qui a été proposé, ok? Donc, allez, si on est sur ma semaine 3 d'entraînement, donc on est vraiment encore sur un peu de reprise. Je vais avoir donc un travail technique le mardi. Donc là, on va plutôt être sur travailler justement tout ce qui va être la vitesse. Donc je vais avoir un travail technique, donc sur des plots, et 30-40 mètres sur des petites haies, ok, où là, je vais chercher à travailler l'amplitude de foulée. Ok. Ce que je cherche à travailler sur mon amplitude de foulée, c'est d'avoir un rythme un peu métronome et puis de série en série, chercher à l'accélérer un petit peu et surtout à chercher à avoir de la pression au sol. Ok? C'est l'intérêt de mettre un peu des écarts et des parcours un peu différenciés. Ok? Et puis ensuite, on va aller travailler dans les côtes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des côtes là? Les côtes vont pas me servir forcément à produire plus de vitesse. Par contre, ça va être un très bon travail de renforcement musculaire des muscles propulseurs euh, de la course. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, après un travail technique, de venir justement travailler sur ces notions-là. Et puis ensuite, le vendredi, je vais continuer un petit peu mon travail de course, où là, je vais travailler avec des chariots, donc soit léger ou lourd, suivant les athlètes que je vais avoir. L'intérêt du chariot lourd. Alors, quand est-ce que je fais travailler du chariot lourd? Le chariot lourd, par exemple, je vais pouvoir faire travailler jusqu'à 80% du poids de corps. Ok. Par contre, je travaille que sur 10 mètres. L'idée, c'est vraiment de travailler la qualité d'appui. Ok. Donc, je travaille court et très lourd pour travailler la qualité d'appui et d'alignement. Ok. Ça me permet également, pour les gens qui sont pas très explosifs et réactifs, justement de solliciter
des forces extrêmes sur les muscles extenseurs et qui vont vous permettre justement de travailler ça. Pour les chariots légers, je vais travailler, soit ça peut m'arriver de travailler avec un chariot complètement vide, par exemple sur 60 mètres, ou je peux aller jusqu'à 10, 20 kilos, voire, allez, peut-être ouais, 20% du poids de corps, à peu près, sur 50, 60 mètres. Là, ce que je vais chercher à travailler sur le chariot léger, c'est travailler plutôt la qualité d'accélération, ok? Voire un peu de maintien de la vitesse, mais pour ça, il faudrait travailler sur du plus long. Donc voilà l'idée. On va travailler sur du 6 fois 120 avec des récup de 2 minutes et puis on finit par un peu de muscu. Donc ça, c'est ce que je fais sur une semaine 3, sur un bloc 2. Sur un bloc 3, fin de bloc, hop. Ah bah là, on n'a rien fait le vendredi. Ah si, quand même. Quand même, quand même, quand même. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple cette semaine-là. Hop, voilà. Donc là, on est sur un autre bloc. Donc, vous voyez, il y a une évolution. Je continue toujours là, par exemple, sur le mardi, sur mon travail de vitesse. OK. Puis, donc sur mon travail technique, donc sur des petites haies. Et puis après, je vais commencer à travailler sur, par exemple, des 20 mètres. Et puis de la plio, j'ai couplé ça avec un peu de plio. Donc là, on est vraiment sur travail de vitesse pure. C'est 6 fois 20 mètres à bloc, enchaîné avec un peu de plio. Parce que niveau nerveux, hop, ça répond. OK. Le vendredi, je rebascule toujours avec un peu de chariot léger. Et je travaille avec des côtes. Enfin, je travaille toujours sur des côtes, avec une variation de côtes, et avec des intentions. Par exemple, là, sur le premier travail de côte que je vous ai montré, je leur demande d'être au moins à 90%. Là, je leur demande d'être 40 mètres à fond sur les 40 premiers mètres pour justement solliciter toutes ces fibres et ces intentions neuromusculaires de la vitesse. OK? Alors, pour l'instant, on n'est toujours pas dans le travail spécifique de la course d'élan. Vous voyez, là, si on travaille un peu sur les sauts, on a de la plio un peu toutes les semaines, on a du travail de bondissement, du travail euh, de pliométrie et toutes ces choses-là. OK? Hop, si je vais un petit peu plus loin, hop, dans un autre bloc. Là, je fais un peu de travail en start. Je vais travailler sur des vite-lent-vite pour justement ces notions d'accélération. OK? Je vais les coupler avec des foulées bondissantes. Ah bah là, on était la veille d'une compète. Donc, peut-être aller la semaine d'avant plutôt. On va voir ce qu'on faisait le vendredi. Hop, donc des départs en start, des 30 mètres, de la plio sur haie, des 80 mètres en vite-lent-vite. J'ai toujours un peu de chariot lourd et toujours un peu de muscu. OK? Là, on commence les courses d'élan. On l'a peut-être déjà fait un petit peu. D'accord? Donc là, il y a vraiment un travail de course d'élan et on finit ensuite avec des sauts sur plint, avec des sauts en plint. OK? Donc, ça, c'est une semaine juste avant les compétitions. C'était quand ça? Ah oui, ils avaient fait un 60, c'est pour ça. Hop, donc on reste toujours sur ces notions de vitesse et de vite vite. Bon, là, la veille de compète, on ne fait pas grand-chose, mais on garde toujours ces sollicitations. Et en ce moment, tac. Et là, par exemple, cette semaine, ça c'était la semaine dernière. Hop. Donc la semaine dernière, on a fait donc des chariots, des 30 mètres, enfin pas la semaine dernière, parce qu'il a neigé, mais c'est ce qui était prévu. De coupler des 40 mètres avec et sans chariot, toujours travailler sur les vite vite, ok, et continuer à travailler sur des 120, des 150, des 120. La semaine, par exemple, la semaine d'avant, la séance du vendredi, ce qu'on a fait, c'est on a fait une séance de 10 courses d'élan plus des 120. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez incorporer aussi, cette notion de course d'élan. C'est important de la travailler en entraînement et de faire en sorte de la répéter. Donc,
L'idée, c'est vraiment d'avoir ce travail couplé de vitesse, mais également de vitesse spécifique. D'accord? Et de garder toujours vos exercices d'impulsion. Lorsque vous faites une séance de muscu ou de prépa physique, faites en sorte toujours qu'il y ait un lien avec la notion d'impulsion, que ce soit du travail de hop, du travail de pliométrie ou vos propres exos que vous avez développés et que vous trouvez pertinents. Faites toujours cette association-là. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres manières dont vous voyez aussi un petit peu le travail de vitesse? Moi, j'avais une question moi, par rapport à ce que tu as montré, Oui, Fred. Deux questions en gros. La ouais, première, c'est le pourcentage des côtes que tu fais en début de saison et par rapport à là, la période de compétition qui arrive, quel genre de côte fais-tu? Puisque tu parles ouais. de 30, de 40, etc. Est-ce que la côte, elle est très pointue? Est-ce qu'elle est plus légère, etc. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de chariot lourd à 80% du poids de corps, c'est-à-dire selon le profil, bon, des filles à 60, 55 kilos ou des garçons un peu plus lourds. Ouais. Qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis quand tu dis 80% du poids de corps? C'est-à-dire le chariot, il a quoi? Tu mets 50 kilos dessus? Bah, ça va dépendre du poids de corps de la personne qui le tient. D'accord, mais en gros, en moyenne, sur une moyenne pour les filles en général qui sont pas. Bah, attends, je vais répondre je vois où tu veux en venir. Je vais être plus précis sur ça. Je vais Voilà. commencer par la première partie, les côtes. Il Ok. n'y a pas de souci. Sur les côtes. Donc, tu as vu, je travaille sur des blocs de 4 semaines à peu près. 4 semaines si on inclut la semaine de repos relatif. Mhm. Ok. Sachant que la semaine de repos relatif, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Ce D'accord, sera à peu près la même pour les garçons, mais pour les filles, ça va bouger. Ça va exactement. bouger par rapport Au à leur cycle, les cycles spécificité menstruels, etc., etc. et le menstruel. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand elles sont dans leur cycle, dans le début de leur cycle, et ben là, moi, je les mets en repos relatif. Ok. Ça ne veut pas dire qu'elles s'entraînent plus, ça veut dire que je change complètement le volume et l'approche du travail que j'ai avec elles. Ok. D'accord. Donc, bon, voilà. Ça, c'est pour donner un petit peu la trame. Mais globalement, tu vois, je travaille sur 3 4 semaines. En général, moi, les côtes, j'essaye de les faire assez tôt, tout de suite après la reprise. Donc, tu vois, je vais faire 3 4 semaines de reprise et dès le mois d'octobre, je vais faire mes côtes. D'accord? Je vais D'accord. faire mon gros bloc de côtes et je vais en faire pendant, allez, au moins 4 semaines sur un gros bloc de côtes avec des côtes qui font à peu près 120 mètres. J'ai cette chance, c'est que là où j'entraîne, dans mon stade, j'ai des côtes. Ouais, c'est vrai. Donc ça, tu vois, c'est une chance. Il y a une grosse côte devant le stade. Ouais. Il y a une grosse côte devant le stade, mais il y a aussi une grosse côte dans le stade. Il y en Ok, a d'accord. qui rigolent, il sait pourquoi, il en a bouffé et on les a bouffés ensemble. C'est Donc, ça. tu vois, voilà, je travaille sur ça et je peux aller jusqu'à. On peut faire une dizaine de côtes en variant un petit peu la taille de la côte. Je peux faire des 120, des 80 et des petites côtes. Mais il y a un truc que j'aime bien faire, tu vois, c'est combiner le travail de grandes côtes, parce que je vais produire un peu de lactique, même s'ils sont qu'à 90%. Ok, ils vont produire un peu de lactique. Et par contre, derrière, je vais quand même finir par des petites côtes. Donc, tu vois, je peux faire 6 grandes côtes et 4 petites côtes. Ou D'accord. 3 petites côtes. Tu vois, Est-ce que tu les coupes, les côtes? C'est-à-dire tu fais, par exemple, 2-1, 2-1, ou est-ce que tu fais 6 fois et 4 fois? je fais tout. Je fais tout. Tu Je mélanges. mélange. Tu Ouais, mélanges. je mélange. D'accord, ouais. D'accord. Ça m'est arrivé de faire des cycles où je faisais eux 6 côtes, tout ça. Mais en fait, enfin, je fais 6 grandes côtes, puis après, je fais 3. Mhm. Mais au bout d'un moment, ils se lassent un petit peu. Déjà que les côtes, on va se l'avouer, il n'y a pas grand monde qui aime ça. Ouais. Surtout les sauteurs. On va pas se le cacher, déjà faire courir un sauteur, c'est un peu compliqué. Alors les côtes, bon, voilà. Mais tu vois, j'essaye vraiment de mixer. D'accord. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, hein. C'est moi, je trouve aussi plus intéressant pour moi de mixer un petit peu, de se dire, bah tiens, je fais un bloc où on fait 6 côtes, 6 grandes côtes, puis après vous m'enchaînez 3, puis après je peux faire un bloc où une grande, une moyenne, 2 petites, et on fait 3 blocs de ça, ou tu vois, je me mets pas de limite. D'accord. Je fais en fonction des besoins. OK? Et une fois, tu vois, que j'ai fini ce bloc-là, de côte, de course en côte, et bah, sur ma séance du lundi, par exemple, qui est une séance de préparation physique, et bah, je
peux très bien leur mettre des gammes en côte. Mhm. On va faire une première partie un peu dans la salle, tac, une petite partie de plio, et puis bam, allez, on va dans une petite côte qui est un peu moins raide, et bam, on fait des gammes là-dedans. Et tu vois, ça me permet d'être dans la continuité du travail que j'ai construit sur ces travails d'appui, sur ce travail un peu musculaire, mais je l'aborde d'une autre manière. D'accord. Mais bon, ça, après, c'est quelque chose qui m'est propre. Et moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait quelqu'un qui me dise que bah, du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, décembre, on fait des côtes, quoi. Voilà. OK. Concernant, après, le travail de chariot. Le chariot lourd, quand j'en fais, c'est avec des athlètes qui sont euh, au moins espoir senior et qui sont habitués à faire de la muscu correctement et de soulever des charges lourdes. D'accord. OK? Et Ouais. lourdes, je mets des guillemets. Oui, oui. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment quand je suis dans ce type de travail de chariot lourd, c'est se dire oui, je travaille à 80% par rapport au poids de corps de mon athlète. 80% de son poids de corps. Si tu pèses 70 kilos, donc 70 kilos, c'est ton 100%, et ben si je te mets à 80%, ça va faire que tu vas être ouais, tu vas prendre une charge de 45, 50. tu vas être à plus que ça, tu vas être à 50, tac, moins 14, tu vas être à 56 kilos, Ok. si je dis pas de bêtises, ça doit être ça normalement. Ouais, Ok, ouais. donc tu vois, c'est juste soustraire ces 20% sur le poids du chariot. D'accord, mais pas avant espoir. Ouais, il te faut Cas des quand même juniors, ouais, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant, il y en a fait. beaucoup de choses à faire, ouais, Il y a effectivement. beaucoup de choses à faire avant, tu vois. Ouais. Si tu veux faire des chariots, ouais, mais c'est pas la peine d'en faire du très lourd. Mhm. Tu fais de courses un peu retenues, voilà, avec 10, 15 kilos, 20 kilos max, et puis voilà, ce sera déjà très bien. Ok. Ok, très Mon bien. point de vue. Après, je peux entendre qu'il y ait d'autres manières, mais moi, voilà, ça c'est. Non, je le suis, c'est pas mal, c'est bien dit. Et puis le fait que tu aies dit que c'est que à partir d'espoir, effectivement, c'est bien dit, puisqu'il y a tellement de choses à faire en fait avec les cadets juniors qui ont beaucoup de choses à développer avant. Mhm. Tout à fait. J'en trouve pas, moi aussi, j'en trouve pas, j'en trouve pas l'utilité. Ok. Je préfère travailler avec justement, avec les cadets juniors, plutôt avec les élastiques, justement, Mhm. en retenue, pour vraiment leur apprendre aussi leur pose d'appui et vraiment Exactement. et faire les mouvements correctement. Ouais. Et Ouais, ouais, non, après, le travail de l'élastique, c'est intéressant. Après, attention avec l'élastique. Ouais. Parce que oui. l'élastique, a des tensions qui partent, tout ça, et donc ça peut être Mm. irrégulier dans les intentions que tu as. Mais c'est un très bon outil, c'est clair. C'est clair. C'est juste, il faut le varier et le manipuler aussi avec Parcimonie. délicatesse. Ironie. Donc, Bastien qui pose une question. Donc, j'avais une question concernant l'orientation de l'attention pendant la course d'élan. Est-ce que tu interdis à tes sauteurs de regarder la planche ou non? Tu penses que ça peut avoir un effet positif ou négatif sur la vitesse d'approche ou l'impulsion? Alors, j'interdis pas à mes sauteurs de regarder la planche, je leur demande de l'anticiper. OK? Par contre, ça se fait avec l'œil, d'accord? Donc, c'est-à-dire que au loin, effectivement, j'ai ma planche. Mais ce que je cherche à regarder, je regarde toujours droit devant moi. Par contre, mon œil, lui, il peut descendre. Ok. La planche, elle va être dans mon champ de vision. Donc, je vais la visualiser de toute manière. Ok. Et ce que je dois apprendre à faire, c'est à réguler avec mon œil et pas justement avoir ma tête qui baisse pour réguler. Si ça, je vois ça chez mes athlètes, effectivement, ça, c'est néfaste. D'accord? Par contre, il faut leur apprendre à réguler. Et ce travail de régulation, il se fait dès qu'on attaque les plots. Donc, dès que vous faites un parcours laté ou avec des plots, par exemple, il faut leur interdire de baisser la tête. Parce que beaucoup ont tendance à faire ça. D'accord? Ça, par contre, ça, c'est mauvais parce que ça entraîne une mauvaise posture du tronc. D'accord? Ce que moi, je vais leur demander, c'est juste de prendre conscience qu'effectivement, il y a un moment, juste en faisant ça, et ben là, mon doigt, je le vois pendant très, très longtemps. OK? Et que je suis capable, justement, quand je suis sur mon dernier appui, de voir ma planche juste en régulant avec mon œil et pas en faisant baisser la tête. D'accord? Donc, oui, je leur demande de réguler avec l'œil, mais pas avec la tête.
Et donc oui, tu comprendras bien que je pense que ça peut avoir un impact négatif si tu es penché là et si tu es que focus sur ta planche. OK? Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière stratégique euh, dans la course d'élan et de se l'approprier. C'est-à-dire que le, la planche doit pas être un élément de peur. Parce que plus on va avoir peur de mordre, plus on va avoir la peur de mordre, plus justement, on va avoir tendance à mettre le frein à main et à, et à sauter un petit peu à l'envers. Mon point de vue. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres choses là-dessus, sur ces notions-là? Parfait. C'est- On est assez clair du coup. Parfait. Et bah, tac. Donc, si on est bon, tac. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que entraîner la vitesse maximale permet d'élargir le potentiel de vitesse, stabiliser la vitesse optimale sécurise la performance, car elle permet d'impulser, et je le répète, l'impulsion, trois derniers appuis, c'est le point clé du saut. La vitesse est le garant d'une grande performance à condition, effectivement, qu'on sache impulser, qu'on optimise cette impulsion. Et automatiser la course d'élan garantit la reproductibilité en compétition. Ok. Donc, on va vraiment parler effectivement de ces trois axes, de ces trois leviers, d'élargir le potentiel, de sécuriser la performance à travers un continuum de fondamentaux de l'impulsion qu'il est nécessaire de maîtriser, de répéter euh, pour être en sécurité, et que l'automatisation de la course d'élan, ça permet la reproductibilité en compétition. Et reproduire des choses régulièrement à des hautes intensités permet également de tenter de nouvelles choses. Ok. Et de passer des caps. Plus je suis fiable dans ma technique et dans mes stratégies, plus je vais pouvoir aller chercher de nouvelles choses et de nouvelles compétences à développer. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous apporter. Vu que là, on a un peu de rap, ce que je peux faire, alors que je retrouve mon doc, c'est juste pour illustrer un petit peu, moi, mon propos. Hum, Il y a des données qui étaient sorties lors des championnats du monde là, de Tokyo par rapport à la longueur femme. Je les cherche et puis je n'avais pas spécialement prévu de vous les montrer, mais je me dis que ça peut être intéressant aussi. Ah, voilà, parfait. Je vous montre ça rapidement, juste pour continuer d'illustrer un petit peu bah, le propos. Donc, bah, ça donne aussi peut-être vous des éléments de réflexion. J'ai levé la main, maintenant, pas besoin de lever la main, hein. Hop, tac, 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 ici, et boum. Hop. Donc, des données qui ont été prises lors de la finale femmes, alors ils l'ont pas fait pour les hommes, mais ils l'ont fait pour les femmes. Donc là, j'ai des données pour les femmes. Donc, lors de la finale des championnats du monde. Ok, donc là, vous avez les performances. Ok, les vitesses d'approche en kilomètre heure, les vitesses d'approche en mètres secondes, la vitesse en kilomètre heure de ce qu'ils appellent le jump speed, donc la vitesse à la sortie de planche. Ok. Et bon, ça, après, c'est des ratios que moi, je me suis amusé à faire. D'accord? L'idée, c'était d'essayer de comparer justement les notions d'impulsion, enfin de sortie de planche, de vitesse de sortie de planche,
et les vitesses d'approche, et de les comparer aussi avec la performance. Euh, ce, ce que je me suis aperçu, c'est que, bon, là, vous voyez, donc là, on est sur des filles qui sont à 9,72 m pour Tara Davis, 9,64 m sur son saut où elle gagne. Voilà. Donc là, elle sort à 9,64 m. OK. Enfin, elle arrive à la planche à 9,64 m. OK. Et elle ressort à 8,16 m. D'accord? Donc elle a un déficit à peu près de 1,48 m. OK. Euh, donc ça, c'est juste des indicateurs, hein, c'est pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle s'organise. Euh, OK, donc elle s'organise comme ça. Si on prend la deuxième, elle arrive plus vite, elle sort plus vite avec un saut à 6,99 m. OK, donc arrive plus vite, sort plus vite. Donc forcément, un meilleur ratio ici. Un ratio ici bah, qui est pas optimisé. D'accord? Ce qui me permet de déduire que, bah, par exemple, Tara Davis a un angle d'envol plus important et une vitesse verticale plus importante que Malaika Miambo. D'accord? Et que ça se gagne à ça. Et que la différence, donc, du coup, entre sa vitesse d'approche qui est supérieure et le saut de Tara Davis qui est supérieur, qui lui permet de gagner, et ben, c'est l'angle d'envol. D'accord? Si on prend également la troisième, qui arrive beaucoup moins vite que bah, ces deux comparses, que les deux premières, elle, c'est l'inverse. Enfin, elle, c'est l'inverse. Donc, elle perd beaucoup de vitesse, mais c'est parce qu'elle arrive à optimiser son saut. Là, vous voyez, avec ces indices-là, de 1,16, 1,14. Donc là, plus on est proche de 1, plus on optimise justement bah, ce rapport de vitesse et de performance, plus ça veut dire que eh ben, justement, l'impulsion, on l'a optimisée. Et donc, on a un meilleur angle d'envol. OK? Et là, pareil, si on prend par exemple bah, notre française, Hilary, qui arrive donc plus vite que notre amie colombienne, OK? Elle perd moins de vitesse, voire elle sort quasiment aussi vite de sa planche euh, que Tara Davis. Elle sort plus vite de la planche que Tara Davis, si on prend un exemple. OK. Par contre, sa performance est moins bonne parce qu'effectivement, euh, on est sur des rapports là, ici, qui sont supérieurs. Et donc, ce qui veut dire qu'elle a une moins bonne impulsion. OK? Donc, tout ça, c'est pour objectiver aussi un petit peu les choses, dire que aller vite, oui, c'est nécessaire au saut en longueur, mais surtout, ce qui est nécessaire, c'est de savoir transformer cette vitesse bah, euh, horizontale en une vitesse verticale. Euh, non, bah, c'est bon, on arrête le partage. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais petite question, qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? Ça voudrait dire que quoi, l'un a un meilleur pied que l'autre, l'un sait mieux optimiser son approche de la planche, enfin l'une ou l'autre, parce que comme on a des données assez différentes. Mhm. Par exemple, Tara Davis, enfin, on voit que Malaika, elle arrive beaucoup plus vite que Tara Davis, mais Tara Davis, bah, une fois qu'elle pose le pied, elle s'envole plus longtemps, ou son angle d'envol, comme tu l'as dit, il est Mhm. plus élevé, il dure beaucoup plus longtemps, et donc ça fait une meilleure performance que quand tu regardes Hilary Kpacha qui, qui a un meilleur ratio, en tout cas, que la troisième, mais fait une performance moins bonne. Est-ce que c'est le pied? Est-ce que c'est l'approche de la planche? Comment toi, avec tes années d'expérience, comment est-ce que tu peux... C'est très variable d'un athlète à l'autre. Si là, tu vois, je te prends le profil de ces quatre filles-là, les quatre filles ont des profils complètement différents Ouais. et ont des manières de sauter très différentes. Ok. Tara Davis, tout en explosivité, elle est quand même très rapide. Ok. Mhm. Mais c'est un profil très explosif. Miambo, elle est plus puissante,
Puis bah, c'est vrai elle met un peu moins d'angle, mais parce qu'elle bénéficie d'une plus grande vitesse. Ok. La troisième, la colombienne, c'est la seule qui saute avec un double ciseau. Parce que le double ciseau, c'est ce qui lui a permis d'optimiser, si tu veux, ses trois derniers appuis En vol. et sa manière de rentrer dans la planche. Ok. D'accord, C'est celle qui va le plus s'engager. Et donc, du coup, tu vois, elle optimise euh, le fait qu'elle soit moins rapide que les autres. Elle optimise par une meilleure technique et un meilleur transfert de ses forces et de sa d'accord, capacité. Ok, capacité de vitesse, tu vois, elle l'optimise à travers justement bah, sa technique. Ok. d'accord, Et Hilary, qui est plus rapide, bah, elle, du coup, même si elle fait de très belles performances, et bah, du coup, tu vois, ce côté un peu venir mettre de l'angle, c'est parce elle vient filer un petit peu, elle laisse filer un petit peu ses trois derniers appuis. Elle les laisse filer un petit peu vers l'avant. Un petit peu, elle a un peu la même stratégie que Malaika Miambo, mais en un peu moins rapide. Donc peut-être que tu d'accord. vois la différence de perf, elle se fait là-dessus. D'accord. Et est-ce que, par exemple, ces données que tu viens de sortir, par exemple, est-ce que tu les as comparées, par exemple, à des anciennes athlètes, par exemple, comme Britney Rees, qui était capable de faire du 7-15, 7-20, ou est-ce que, etc., des choses comme ça, et de savoir. Alors, le souci qu'on a là, c'est qu'actuellement, d'un championnat à l'autre, la manière dont ils récoltent les données, elles sont différentes. Ça, D'accord. c'était des données instantanées que tu retrouvais sur la feuille de concours. Il y a des années mais c'est disponible sur le site de World Athletic, hein, ils Ouais, avaient ouais, fait un peu sur Birmingham, tout ça. Mais tu vois, d'une année à l'autre, les méthodes de récolte des données sont assez différentes. d'accord. Donc, Ouais, je rejoins mon char aussi parce que j'allais te poser la question. Donc, Héloïse, par exemple, avec Héloïse Le Sueur aussi, avec son angle d'envol, son ciseau derrière, ou quand des fois elle sautait en groupé ou autre. Mais après, effectivement, tout, bah, je pense aussi ça va dépendre. On n'en parle pas, mais aussi des conditions météorologiques aussi, même s'il y a la forme de l'athlète, mais les conditions aussi, si un coup bien sûr. il fait trop chaud, il fait plus humide et autres. Mais par rapport aux données que tu viens de nous présenter, ouais, ça c'est très intéressant de savoir ça. Ouais, Et, complètement. Ouais. Hop, petite question, deux petites questions. Donc, l'angle d'envol n'est-il pas aussi à prendre en compte? Oui, bien sûr, l'angle d'envol est forcément à prendre en compte là-dessus. C'est évident. C'est évident, ça fait partie des données de la perf, d'avoir justement le bon angle en vol qui se situe entre 18 et 23 degrés, voilà, suivant les profils. Voilà. Mais oui, il faut le prendre en compte, c'est une certitude. C'est une certitude. Il y a Bastien qui avait aussi une autre question du coup, donc sur ce qu'il venait de me dire. Tac, tac, tac. Si l'athlète regarde la planche, comment peut-on être sûr que sa course d'élan est automatisée et pas qu'il s'adapte par rapport à ce qu'il voit? Alors, même si une course d'élan est standardisée, une course d'élan à l'autre ne sera jamais la même au centimètre près. Donc, il y aura toujours cette notion d'adaptation qui, euh, qui devra être, euh, qui devra être travaillée. On reproduit jamais à l'exactitude la même course d'élan. On va être à quelques centimètres près, mais c'est très très rare de reproduire deux fois la même course d'élan à la foulée identique. Il y a toujours une notion d'adaptation qui apparaît. Toujours, 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 toujours. Et ça, même sur les données qui sont prises sur les championnats, on retrouve des athlètes avec les mêmes schémas. OK, donc ça, pas de souci. Mais si on calibre centimètre par centimètre, foulée par foulée, on s'aperçoit que d'une course à l'autre, il y a toujours des petites variations euh, sur la taille des foulées, ou sur le moment où le rythme a été mis, ou sur une fréquence qui est un peu plus haute, plus importante. Donc ça amène forcément une notion d'adaptation par rapport à ça. Hop, une autre question. Donc, concernant la hauteur du bassin, tu as dit que tu demandes à tes athlètes d'être haut en bassin dès le départ de la course d'élan. Cela te semble-t-il préférable que de demander à des athlètes d'être haut après leur phase de poussée? Quid des athlètes qui tendance à se faire embarquer par leur vitesse au détriment de leur placement? Dans quelle optique utilises-tu les cônes et quel transfert peut être fait sur une course à élan complet? On va prendre question par question.
Donc, par rapport au bassin, donc ce que je demande effectivement, c'est d'avoir un bassin haut, mais ça ne veut pas dire que je veux pas qu'il soit engagé les épaules devant. Ce que je vais surtout chercher, ce que j'entends par bassin haut, c'est avoir justement, tu vois, l'alignement. Si là, on admet qu'ici, c'est ma cheville, là, on va dire que c'est mon genou, mes hanches, mes épaules. Et ben, je veux que quand je sorte de ma poussée, quand ma jambe là de poussée, hop, elle est complètement tendue à l'arrière, ok, je veux que tout soit aligné. D'accord? Donc les épaules devant. Et petit à petit, effectivement, là, je vais me redresser et je vais me retrouver avec mon bassin ici, ici. OK? Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ou après leur phase de poussée, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être dû plus parler d'alignement, effectivement. Mais tu vois, par exemple, quand je parle de préélan, sur le préélan, je veux pas justement d'avoir des appuis qui s'affaissent et un cul, enfin le bassin qui soit derrière et un bassin qui soit pas placé. Mon préélan, il doit justement me servir tout de suite là à mettre de la tension et avoir ce bassin haut là sur mes appuis pour rentrer justement là bien aligné dans mes appuis et dans mes premiers appuis de course d'air. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, je te remercie de ta question, ça m'a permis d'être plus clair dans ce que je disais. Des athlètes qui ont tendance à se faire embarquer par leur vitesse au détriment de leur placement. Bah, là, c'est tout simple, hein. On a effectivement affaire à à des athlètes, profils d'athlètes, qui vont faire beaucoup de fréquences gestuelles, mais qui vont plus appliquer de force au sol avec leurs pieds. Et donc forcément, eh ben, tout va partir un petit peu en lambeaux et en bris. Il faut peut-être mieux leur dire de bah, justement continuer à mettre de la pression au sol, quitte à ce qu'ils aillent moins vite, mais que ça vienne appuyer, ok, pour justement pouvoir après être en capacité de se projeter derrière. Ok. Euh, et dans quelle optique utilises-tu l'icône et quel transfert peut être fait sur une course d'élan, sur une course à élan complet? Alors, moi, c'est simple, hein, les plots, je les utilise tout le temps, toute l'année. Je travaille un petit peu de calibrage de la foulée. Je vais commencer sur des petits écarts, ok? Et puis, plus ça va aller, plus je vais avoir des écarts qui vont aller de 2,10 m, 2,15 m pour les filles, pour les meilleurs. OK? Donc, on va dire entre 2 mètres jusqu'à 2,10, 2,15 pour les filles. Et après, pour les gars, je peux aller jusqu'à, tu vois, j'ai un gars qui foule à 2,50. Donc, je peux avoir des écarts de 40, de 50, quelque chose comme ça, à peu près. Et donc, l'idée, c'est d'avoir justement, tu vois, ce balisage un petit peu sur toute l'année. Ensuite, il y a un travail que j'aime bien faire et qui, pour le coup, peut vraiment être un transfert sur la course d'élan. Euh, donc, je leur laisse donc sur un parcours laté qui va faire à peu près 30-40 mètres. Euh, Ils vont avoir, si je suis sur un écart de mes lattes de 2 mètres, je vais leur donner 20 mètres en fait de préélan. OK? Donc, 20 mètres de préélan. Ils vont partir pleine balle dedans, tac. Et puis ils vont rentrer dans mon écart là que j'ai, enfin dans mon parcours de latte de petite haie, et bam, 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 ils vont venir travailler dedans. Et il faut respecter l'écart. Ok. Si j'ai un écart de 2,10 m, je vais leur donner 21 mètres. Si j'ai un écart de 2,30 m, je vais leur donner 23 mètres. Ok. L'idée, c'est de leur dire, allez, vous venez vraiment attaquer le plus possible votre parcours avec le plus de vitesse possible. Ok. Et là, on commence à être dans un travail de calibrage, ok, de course d'élan. Et après, il y a aussi tu vois, dès le début de l'année, tu peux très bien leur imposer de partir sur ces écarts sans élan. Donc, je suis collé à mon plot et bam, j'apprends à pousser, à me placer et puis petit à petit à accélérer. Et je peux très bien aussi faire un écart dégressif pour justement jouer aussi sur la musicalité et sur la rythmicité. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fais-tu de la Moi, survitesse? Oui, je fais de la survitesse dans les côtes, ça m'arrive. Ça m'arrive d'en faire. J'ai essayé avec des élastiques. Je suis pas convaincu.
J'aimerais bien en faire avec un 1080, mais je n'ai pas 20 000 euros de matériel à ma disposition. Donc, euh, donc voilà, je le fais plutôt dans les côtes. Alors, j'ai une petite côte, voilà, ici. Et je le fais à la fois effectivement sur des sprints, mais je le fais également à travers un travail de foulée bondissante, de hop, pour rester dans la spécificité de ma discipline. Les élastiques, effectivement, j'ai essayé, sauf que je trouve qu'il y a trop de variations par rapport justement à la tension de l'élastique. Quand l'élastique pète aussi, ça laisse aussi quelques petites séquelles. Donc c'est aussi pour ça que j'ai j'ai un peu arrêté. C'était pas si sécure que ça et je trouvais que le gain par rapport à ce que moi j'en attendais n'était pas optimum. Donc voilà. Moi, j'avais une question, Oui. je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, mais tout à l'heure, tu as parlé d'un athlète entre un athlète qui fait 12 secondes et un athlète qui fait 10,50 au 100 mètres. Comment est-ce que tu travailles? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, sachant que par exemple les deux, on prend le profil garçon, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, sachant que par exemple les deux vont faire 7 mètres? Comment tu vas travailler de façon différente entre l'un et avec l'autre? Et qu'est-ce que tu vas optimiser plus chez l'un, plus chez l'autre? Comment ça? Alors, sur le cas que tu présentes, si j'en ai un qui fait 12 secondes et l'autre qui fait 10,50 et que les deux font 7 mètres, alors c'est que j'en ai un qui s'est pas impulsé. Donc le gars qui fait 10,50, ça veut dire qu'il s'est pas impulsé. Et que le gars qui fait 12 secondes, bah, je pense qu'il optimise déjà énormément de choses. Ok. Alors peut-être que mon gars qui fait 12 secondes, je peux peut-être le faire évoluer peut-être sur sa vitesse d'accélération. Ok, pour que ça aille encore un peu plus loin, peut-être. Après, tu vois, ça va dépendre de ton profil. Le gars qui fait 10-50, le seul truc qu'il y a à faire, hein, c'est de lui apprendre un plus. Voilà, point barre. Après, peut-être que mon mec qui fait 12 secondes, c'est une super chèvre en vitesse. Et donc, si c'est une super chèvre, j'en ferai jamais un super tigre. J'en ferai peut-être une super chèvre. Et D'accord. je vais être limité aussi par ça. Il y a des barrières de vitesse à un moment qu'on ne peut pas forcément développer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on se développe à ce moment-là? La muscu, la force, enfin, je veux dire la force, le pied. Ça va... Non, ça va dépendre de ton profil. Par exemple, ce gamin, enfin, cet athlète à 12, où on va être un peu plus généreux avec lui. À 11,50 au 100 mètres, mais bon, sur 60 mètres, il est capable de développer quand même assez de vitesse. Comment est-ce qu'on l'amène à faire 8,20 m? Bah, si ça se trouve, tu peux pas. Ouais, bah, c'est ça ma question en fait. Si ça se trouve, tu peux pas. Et si ça se trouve, tu peux. Mais si tu peux, il y a pas de recette miracle, en fait. Tu vois, je peux pas te dire, oui, le mec, il fait 12 secondes, bah, faut faire ça, 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 ça. Non, 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 je Ça va suis d'accord, dépendre. mais je veux Ça se dire, trouve, tu vois. avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui et les années, et puis avec tous les profils différents que tu as eus, euh, est-il possible de l'emmener, lui, à 8,20 m, à faire des performances de très haut niveau, ou alors est-ce qu'on revient sur la base de l'athlétisme où tu n'as pas de vitesse, tu peux pas aller plus loin tu peux pas Non, je atteindre pense que tel niveau c'est. parce que il te manque ça, en fait. Non, je pense que c'est possible, mais je peux pas te dire comment est-ce que c'est possible parce que tu vois, il y a pas de recette toute faite en fait. Ouais, Je pense que c'est toujours possible de faire progresser quelqu'un jusqu'à sa propre limite que lui s'est mise dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et jusqu'au point où lui, il va se mettre des barrières. Et si ça se trouve, les barrières qu'il va se mettre, elles vont pas être à l'entraînement. Elles vont être sur tous les à côté. Autour, ouais. Tous les éléments autour de la compétition. Peut-être que tu vois, le mec qui fait 10-50, lui, il aura peut-être besoin que de 6 mois d'entraînement d'athlète, en venant que 3 fois par semaine. Et peut-être que ton mec qui fait 12 secondes, lui, il va peut-être avoir besoin de 7 ans. Mais de 7 ans en s'entraînant comme un sportif de haut niveau. Et tu vois, c'est peut-être ça le décalage. D'accord. Le décalage, c'est peut-être ça. Mais maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à mettre 7 ans de sa vie à se mettre à fond dans un projet? Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est Autre encore. chose. Ouais. Autre chose. Donc, Ok. voilà.
Il faut le mettre au triple. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein. Ouais, aussi. Aussi. C'est vrai que souvent, ouais, on les fait Non, en Mais mais je suis le, complètement d'accord. mais le triple, il faut de la vitesse. Non, il faut de la aussi. vitesse aussi. Mais c'est sûr en longueur, si tu veux commencer à dépasser les 7,50, commencer à taper les 7,80, si t'es au-dessus, t'es à 11,50, t'as un gros pied. Ok, maintenant pour pouvoir optimiser, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, hein, c'est beaucoup plus facile d'optimiser quelqu'un qui va courir en 10,50, même en 10,20. Et là, lui, potentiellement, quand il va réussir à poser ses pieds à plat et les 3 dernières foulées, à vraiment les optimiser pour pouvoir mettre une vraie impulsion, là, oui, tu vas pouvoir vraiment optimiser, faire du 7,80, 8 mètres. Maintenant, quelqu'un qui court au-dessus des 11 secondes, aller faire des grosses perfs en longueur, c'est très, très compliqué, ouais. Ouais, mais ça voudrait dire qu'en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que par exemple, un Tentoglou, il fait 10-20. Il fait pas 10-20, Tentoglou. Non, il fait peut-être pas 10-20. Ntoglou, il va vite, hein. Mais ce que je veux dire, Mais dans il va la vite, mais il fait combien? généralité, Ben, franchement, il doit faire 10-30, 10-20. Ouh, je suis pas C'est ce que sûr. je dis. je pense que ça va vite quand même, hein. Ça Je va pense que ça vite, va mais très il très va vite. plus vite que Duplantis? Oh, Duplantis, c'est un monstre aussi. Ouais, mais les gars, mais il faut Ouais, savoir les moi, je pense Je qu'il comparer. pense qu'il va. va plus vite que Duplantis. Ouais, moi, je pense aussi. Ok. Ok. Et donc, quand on prend les gars qui sont derrière, un Erwan Konaté, un. Comment il s'appelle, là, l'autre français, là, j'ai oublié. Comme campagne. Ouais, Tom campagne. Campagne, ou. Non, l'autre, là, il n'a pas eu une très, très belle saison cette année, mais Pommery. Ouais, Pommery. Ils sont à Mais combien, eux? ça, c'est des mecs qui valent 10, 10,60, 10,50. D'accord. Et donc, du coup, eux, ils sont à combien? Ils sont à 8 entre 8,15, etc., etc., etc. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible pour eux d'atteindre des 8,50, 8,60? Ou là, on est limité au bout d'un moment? NSP ne se prononce pas. Non, 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 mais il y a forcément un gap. Je dis pas qu'ils y arriveront pas. Je dis juste que si effectivement il y a une marge de progression chez ces garçons-là, c'est forcément sur de la vitesse. OK? Ouais, donc on en revient au même, tout passe par la vitesse dans l'athlétisme. Ouais, C'est bien sûr. la clé de la performance. Sachant que tu vois, sur ces garçons-là, les temps sur 100 mètres, on les aura jamais vraiment. Parce que Non, on les aura pas. Hmm. quand ils en font, ils sont jamais vraiment à fond. C'est pour ça que j'ai parlé de 60 mètres tout à l'heure. Bon, c'est plus court, ça leur laisse un peu plus de marge, mais ouais, le 100 mètres, c'est le 100 mètres, c'est vrai. Mais Alexandre nous dit, Tentoglu, c'est 10,70 en 2021. Ouais, 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 sur sa fiche. ouais, Hmm. oui, c'est possible aussi, hein. Il Ouais. faut aussi savoir prendre un départ en start. Oui, aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est évident. C'est évident, c'est évident. Ok, bah écoutez, moi sauf si vous avez une dernière question, je prends une dernière question s'il y en a une. C'est bon pour moi. Ok, Allez, bon. je vais bien une petite dernière question rapidement. Vas-y. Alors, c'est que rebondir un peu sur ce que disait Raphaël par rapport à la fomette au triple. En termes de vitesse optimale sur la longueur et le triple saut, est-ce qu'on va aborder ça de manière différente? Euh, alors moi, de mon point de vue, oui, Mhm. parce que forcément tes trois derniers appuis, c'est pas les mêmes en longueur et Ouais, tout. Donc forcément ton impulsion, c'est pas la même. Là où tu vois, tu pourrais avoir plus tendance à dire de cours jusqu'à ta planche au triple, je le trouve plus correct qu'en longueur. d'accord, ok. Même Ouais, je si, vois. même s'il faut préparer effectivement ton cloche, tu ne vas pas le préparer de la même manière. Mhm. Et que Ok, malgré tout, les vitesses restent un petit peu moins importantes au triple qu'à la longueur. ok, ouais, ok, je vois. Ça marche. Merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Eh bah écoutez, si c'est bon pour vous, moi je vous propose qu'on clôture là. Comme la dernière fois, je vous enverrai le contenu et puis le lien de la vidéo. Je vous remettrai aussi un petit peu les quelques extraits de programmation que je vous ai mis. Et puis voilà, si vous avez des questions suite à tout ça, bah, vous avez mon mail, vous n'hésitez surtout pas.
On se croise sur les sautoirs pour ceux que je croiserai là en Île-de-France ou ailleurs, sait-on jamais. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou même pour dire bonjour. Voilà. Ce sera avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous et à très vite. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci. Ouais. Salut. Merci, bonne soirée. Salut à tous, bonne soirée. Ciao. Ouais.